OK, à Go, nommez-moi une compagnie qui travaille concrètement pour le développement durable. Je commence. Je suis présentement avec Thomas. Thomas, tu es actionnaire pour quelle compagnie? Aconovia. Acono quoi? Aconovia. En réalité, Aconovia, ça provient de accompagner, collaborer, innover. Ah, un petit jeu de mots, j'aime ça. Puis c'est quoi, tu dirais, l'objectif principal d'Aconavia? L'objectif ultime d'Aconovia, c'est la décarbonation. Puis comment on parvient à la décarbonation pour nos clients, c'est en les accompagnant dans leur transition énergétique. OK. Pour les bâtiments ou pour d'autres choses? Principalement pour les bâtiments. Principalement les bâtiments. Fait que quand tu parles de transition énergétique, de décarbonation, là, c'est quand même des gros mots. Qu'est-ce que ça veut dire, là, vraiment concrètement? La transition énergétique, c'est, je te dirais, la manière de repenser la manière dont on consomme l'énergie et dont on la produit. OK. Ouais. Donc, on veut la produire pour décarboner? Ouais, exactement. L'idée, c'est de produire et d'utiliser des sources d'énergie qui sont faibles ou inexistantes en carbone. Donc, l'hydroélectricité au Québec, c'est un bon exemple. Le GNR aussi, c'est un super bon exemple. Donc, c'est de s'assurer qu'on consomme des énergies à faible émission de carbone et aussi que les bâtiments utilisent peu d'énergie. Parce que c'est bien beau d'avoir une quantité d'énergie qui émet pas de GES, mais si à côté de ça, on n'est pas efficace pour consommer cette énergie, c'est pas intéressant. Donc, on s'assure d'être efficace au niveau de la consommation, puis d'utiliser en second rang des énergies à faible émission de carbone. Ouais, parce qu'au final, l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on consomme pas. Absolument. Exact. Donc, Aconovia, c'est une firme de génie conseil, mais comme avec une twist développement durable, c'est ça? Fait que comment vos services vont se distinguer versus une autre compagnie de génie conseil? Bah, on essaye d'avoir une approche très collaborative avec nos clients, dans le sens que la collaboration, pour nous, c'est une de nos valeurs, au même titre que l'avant-gardisme, que la bienveillance et d'autres valeurs qu'on prône. Mais je dirais la collaboration, c'est vraiment très important pour nous. Ouais, Dans c'est dans le titre. Dans Aconovia, il y avait Exactement. Accompagner, collaborer, innover, tu sais? Donc, la collaboration pour nous, comment ça se matérialise pour nos clients, c'est, de faire partie de leur projet. On veut pas être un consultant de plus qui leur donne des rapports. On veut s'assurer de faire partie d'être partie prenante dans leur projet, de les accompagner à tel point que leur objectif devient le nôtre finalement, tu sais? ouais, Nous, on existe parce qu'on veut décarboner nos clients, donc on embarque dans leur équipe et l'idée, c'est qu'on soit vraiment un membre de leur équipe et non pas un consultant de plus. je comprends. Puis qu'est-ce que tu veux dire par une approche, mettons, collaborative puis avant-gardiste? C'est quand même 2 mots qui peuvent être flous, si c'est pas bien défini, là. Exact. Bah, l'avant-gardisme, se qualifie, à plusieurs niveaux pour nous. Donc, l'avant-gardisme, il y a l'avant-gardisme à l'interne qu'on prône en promouvant la formation continue, Ouais. et cetera. Puis l'avant-gardisme à l'externe, c'est s'assurer qu'on propose des technologies innovantes à nos clients, qu'on essaye d'améliorer leur processus, qu'on essaye vraiment de faire ce qui se fait de mieux finalement pour rendre les services qu'on veut rendre, pour s'assurer que le client ne regrettera pas de nous avoir engagés. Le côté innovation, vous allez chercher comment? L'innovation, en réalité, c'était un petit peu porté par tout le monde jusqu'à présent, mais depuis peu, on a un département d'innovation. Donc, si tu veux, chaque projet d'innovation avant dépendait des personnes qui voulaient mener certains projets, pour les mettre de l'avant. Là, on a vraiment un département qui commence à se structurer, donc, on va avoir des personnes qui sont des ressources qui sont attitrées à certains projets de développement interne en innovation. On va débloquer des budgets, on s'assure vraiment d'orienter la compagnie dans la bonne direction, donc vers l'avenir. OK, ben, ça, c'est vraiment intéressant. C'est même avant-gardiste d'avoir un département. Ce genre de démarche-là là, qui va prôner l'innovation. Quel genre de client va vous approcher pour ça? Toute notre clientèle, en réalité, on a une clientèle vraiment très variée. On a une clientèle autant industrielle qu'institutionnelle, commerciale, multirésidentielle, autant dans le privé que dans le public. Donc, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une clientèle très diversifiée, donc on va pouvoir faire bénéficier de notre approche à une gamme de clients vraiment très large. OK, fait que c'est pas nécessairement un client qui dit: «Ah, moi, je veux innover», mais ça se peut que, comme par la bande, vous lui proposez des solutions innovantes. Exact, c'est ça, c'est notre approche. Donc, on n'attendra pas que le client nous demande d'être innovant. Ouais. On va essayer de prendre les devants et bah, justement, de devancer un petit peu ses besoins pour qu'il ait pas l'impression de devoir tout nous expliquer, mais qu'on arrive avec des solutions auxquelles il avait même pas pensé. OK. Est-ce que ces clients-là, ils peuvent venir de n'importe où au Québec? À Québec? Comment? Au Québec, principalement, donc, la firme, comme tu sais, a été créée il y a 10 ans par Philippe Hudon à Alma, donc au Québec. Aujourd'hui, on se veut un expert non seulement au Québec, mais en Amérique du Nord, puis en Europe aussi. Donc, on a désormais un bureau en Ontario, à Toronto et à Lyon. Oui! Donc, puis au Québec, on a un bureau, comme tu sais, à Sherbrooke, où on se situe actuellement. Puis un bureau à Montréal. Donc, le Québec commence à être, vraiment notre terrain de jeu, depuis un moment, à tel point qu'on a décidé de se déployer, dans d'autres secteurs géographiques.
Non, c'est intéressant, ça se déploie vite là, la France et tout, Ouais, exact, puis ça commence à porter ses fruits. En France, on commence à se faire un réseau, les gens commencent à nous connaître. C'est difficile de partir de zéro, ouais, mais c'est ce que Philippe Budon a fait il y a 10 ans, puis aujourd'hui on en est là. ouais, c'est la preuve que ça fonctionne. Est-ce que tu peux me donner des exemples de projets que Aconavia a pris sous son aile? On a beaucoup de projets qui sont vraiment très intéressants et qui seraient pertinents d'évoquer aujourd'hui, mais rapidement en tête, dans les projets majeurs qu'on a vu passer dernièrement, il y a l'espace Montmorency qui est un bel exemple à Laval. Donc on parle de plusieurs tours, de logements, puis, divers usages avec une boucle de chaleur, de l'aérothermie. Donc c'est vraiment des projets super innovants. Ce bâtiment-là vise une certification LEED, donc c'est vraiment quelque chose de très pertinent dans la transition énergétique et dans les approches de décarbonation qu'on pousse. Puis sinon, on a d'autres projets vraiment très pertinents, donc divers centres aquatiques qui sont allés chercher des certifications LEED aussi. Je pense notamment à celui de Grande-Bay, celui de Laval. Donc des projets LEED qui impliquent souvent de la géothermie, des Mmh. approches vraiment très, très stratégiques en termes de performance énergétique. Puis on a été impliqué dans les projets pionniers au niveau de la certification carbone zéro, Ouais, donc la certification BCZ. Je pense notamment à 2 projets multirésidentiels comme, le Symbio à Terrebonne, ouais, le projet La Forêt à Québec. ouais. Donc c'est vraiment des approches nouvelles. Avant, on regardait l'efficacité énergétique comme une responsabilité des systèmes mécaniques. Aujourd'hui, on regarde un ensemble de choses, donc l'enveloppe du bâtiment joue un rôle majeur aussi, et c'est plus facile d'aller chercher des certifications. Je veux dire, il faut se creuser un peu la tête, faut être créatif, faut être innovant. En génie, il y a une pénurie de main-d'œuvre, tu sais, on sait que le marché, il est plus pour les futurs ingénieurs que pour les compagnies. Comment Aconavia fait pour se démarquer puis aller chercher ces ingénieurs-là? Mais en réalité, ce que nous, on fait pour se démarquer, c'est de faire vivre nos valeurs, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, chez Aconavia, on a des valeurs fortes. La bienveillance en fait partie, l'intégrité. J'ai parlé de collaboration, d'avant-gardisme plus tôt, mais maintenant, si on se focus un peu plus sur la bienveillance et l'intégrité, c'est au cœur de nos préoccupations. On s'assure que ce qu'on miroite à l'externe, donc sur les réseaux sociaux, on le vit à l'interne aussi, parce que ça serait un peu hypocrite d'afficher une image, sorte de masque, de bienséance un peu, à la mode qu'on voit beaucoup en ce moment avec les politiques ESG et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment de faire vivre à l'interne ce qu'on promeut à l'externe. Puis les échos qu'on a eus des dernières ressources qu'on a employées, c'est qu'ils ressentent vraiment que ce qu'on affiche à l'externe se matérialise à l'interne. Oui, c'est Donc important. C'est important de l'emmener concrètement, comme par exemple la bienveillance. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'apporter? bah, la bienveillance, je te dirais, il y a 2 niveaux à ça. Il y a une partie tangible, une partie intangible. Pour la partie tangible, c'est des actions concrètes qu'on met en place en lien avec la bienveillance. Donc on peut parler, de la semaine de 4 jours, les Ouais. 34 heures, le yoga, tu es bien au courant de Ah, ça? moi, c'est mes préférés, là. Donc, tu sais, c'est toutes les petites actions qu'on met en place pour faire en sorte que les gens se sentent bien chez nous et qu'ils aient envie de rester là, puis qu'on ait l'attraction qu'on a aujourd'hui. Puis dans un second ordre d'idées moins tangibles, ça se manifeste dans les conversations qu'on a tous les jours. La bienveillance les uns avec les autres, s'assurer qu'on offre le support, qu'on est transparent, qu'on est, respectueux, qu'il y a un certain niveau, d'équité. Oui, je Ouais, comprends. Ben ouais, c'est ça. Ben, d'être accessible aussi, je pense que vous êtes accessible. Quand on vous parle, vous êtes bienveillant, ça paraît dans ce qu'on dit. Tu sais, la bienveillance, c'est juste comment tu agis au final. Quand tu dis non tangible, c'est comment tu agis. exactement, c'est ça. Puis, veux pas, on est quand même une compagnie de 90 employés maintenant avec la Ouais, fusion avec IME. Donc, inévitablement, il y a un organigramme qui est créé, il y a des strates d'organigramme. Notre volonté numéro un à travers ça, c'est que ça se perçoive pas dans la réalité opérationnelle. ouais. Donc, qu'on parle à Philippe Hudon ou qu'on parle à un stagiaire, on a les mêmes relations. Et l'idée, c'est vraiment que chacun se sente à l'aise, que chacun prenne sa place et que chacun s'épanouisse. Dans les autres choses que tu as énumérées là, pour qu'Aconovia se démarque, il y avait la collaboration aussi. Ouais. Bah, la collaboration, c'est quelque chose qu'on prône, donc comme je disais, à l'externe auprès de nos clients. On s'assure de faire partie de leur équipe. On s'assure que leurs objectifs deviennent les nôtres ultimement, même si on est une entreprise et qu'on a nos propres objectifs de rentabilité, de croissance. Oui. Quand on est impliqué dans le projet d'un client, nos objectifs, c'est les objectifs du client. On veut s'assurer de le servir, donc la collaboration se fait vraiment à ce niveau-là. La collaboration à l'interne, c'est aussi un paramètre super important qui va se manifester par l'entraide principalement, le support qu'on donne à toutes les personnes. L'idée, c'est qu'on veut pouvoir donner le support qu'on aurait aimé en début Mhm. de carrière ou au début d'un emploi. Donc on s'assure, même avec nos emplois du temps tous très occupés, de donner le support nécessaire aux personnes pour qu'elles se sentent entourées.
qu'elles se sentent à l'aise d'évoluer dans ce Ouais. nouvel environnement. Tu le fais bien aussi avec ton programme de mentorat, là. Pendant 2 semaines, on a 30 minutes avec toi à chaque jour, puis tu fais tous les employés comme ça de ton département. C'est quand même, Exact, on a fait ça pendant 1 an et ça a porté ses fruits parce que de prendre ce 30 minutes chaque jour avec une personne pendant 2 semaines, ouais, ça soulève des questions qu'on n'a jamais l'occasion de se poser, ouais, des discussions qu'on n'a pas l'occasion d'avoir. Donc c'est vraiment un moment privilégié, qu'on a avec, les différentes personnes de l'équipe, en l'occurrence de l'équipe de simulation, mais je sais que ça commence à être mis en place dans les autres équipes aussi. Donc c'est vraiment que les responsables de département, de service, jouent leur rôle de mentor finalement. ouais, c'est ça. Puis de prévoir le temps pour, tu sais, parce que, Ouais, bon, la la vie va semaine, vite. il s'ajoute Ouais, et il s'ajoute à ouais, la semaine, mais je pense que c'est important de pas craquer et de dire: «Cette semaine, je le fais pas». C'est d'avoir une discipline, une rigueur et s'assurer qu'on a décidé qu'on consacrait du temps, on le consacre. Donc ouais. Mais c'est la différence que vous le mettez en priorité, dans le fond. C'est mis en horaire, tu sais. exact, c'est ça, c'est à l'horaire, donc c'est à nous de nous organiser pour qu'on soit capable de faire notre semaine en En plus, ouais, en plus de ça. puis on a parlé beaucoup d'avant-gardisme comme avec les clients et tout, mais au sein de l'équipe, comment tu vois l'avant-gardisme? L'avant-gardisme, nous, c'est important. Ben, je pense que c'est important dans le domaine de l'ingénierie, de façon générale parce qu'en étant ingénieur, on est confronté à des nouvelles technologies, des nouvelles avancées en permanence. Donc, il faut qu'on soit à la page. Donc, pour ça, nous, on a mis en place un comité de formation. Ouais, Donc, le comité de formation, l'objectif, c'est d'aller capter les besoins des personnes plutôt que de pousser des formations qui vont intéresser un quart des personnes. C'est vraiment de mmh, capter les besoins, puis de proposer des formations sur mesure. Donc, soit qu'on est capable de monter à l'interne, soit en allant chercher des expertises externes comme on a fait avec Anne-Marie pour l'ergothérapie. ouais, c'est intéressant ça. Exact. Donc, c'est ce genre de choses qu'on essaie de pousser autant que possible. Le comité formation permet ça justement. Puis on met beaucoup d'efforts aussi sur l'innovation. Donc, Ouais, l'avant-gardisme, c'est d'être au courant des nouvelles technologies qui se font. c'est ça. C'est aussi d'améliorer les processus en permanence. Le gain de temps, l'optimisation des processus, ce que ça va amener pour le client, c'est plus de disponibilité de notre part. Donc Ouais. si dans un mandat, on arrive à automatiser 10 du processus, ce 10 de temps, bah, c'est pas des profits pour Aconovia, c'est de la disponibilité pour le client en priorité pour qu'au final on dépasse les attentes du client systématiquement. Pour Aconovia qui se spécialise dans le développement durable, comment tu dirais qu'elle peut mesurer son impact environnemental, dans ses projets puis dans ses services? C'est vraiment une bonne question. Puis 2024 marque une année clé, au-delà des 10 ans de la compagnie. C'est aussi la première année qu'on met en place notre politique ESG. Ouh, Donc, c'est quoi ça, ESG? ESG, donc le E, c'est pour environnement, le S pour social, puis le G pour gouvernance. Donc, finalement, c'est un petit peu, le symbole du développement durable pour une compagnie. La politique ESG, pour certains, c'est un mal nécessaire. Pour nous, c'est des lignes directrices. Donc, nos ambitions, nos valeurs se matérialisent à travers notre politique ESG. Donc, quand on parle de notre impact sur l'environnement, le E, bah, c'est en plein ça. Puis, il y a certains objectifs de la politique ESG qui sont directement associés aux réductions de GES. Donc, comment on le mesure? Tout simplement, on est capable d'identifier notamment le pourcentage de notre chiffre d'affaires qui est applicable à des projets qui ont un impact direct sur les émissions de GES de nos clients. Donc, par exemple, à l'émission de notre rapport ESG de fin d'année, on va être capable de dire, par exemple, 60-70 je ne sais pas, de notre chiffre d'affaires a servi à avoir un impact direct sur les GES de nos clients. Donc, finalement, c'est là-dessus que nos actions se OK. matérialisent. C'est une certification? C'est une politique. C'est une politique. Donc, nous, on a un comité ESG OK. qui s'assure de faire vivre la politique ESG. Donc l'orientation qu'on a prise, c'est pas de consacrer une demi-journée à rédiger une politique ESG qu'on va mettre sur une tablette et qu'on va oublier. On le fait vivre. Donc on a monté au même titre qu'un comité de formation, on a un comité ESG. Ouais. Donc ce comité-là, l'avantage, c'est qu'il fait vivre ça. Donc il va collecter des données, il va passer des messages aux diverses équipes, faire des rappels systématiques sur les objectifs de notre politique ESG, puis pas juste que ça soit, quelque chose sur un document qu'on finit par oublier, donc on le fait vivre à l'interne, c'est vraiment important. À l'extérieur, là, de cette, politique ESG-là, qu'est-ce que l'entreprise fait concrètement comme pour promouvoir la durabilité puis promouvoir la responsabilité environnementale? Il y a plusieurs choses. Déjà, on donne beaucoup de formations à des professionnels, donc à des architectes, des ingénieurs, à Hydro-Québec, à Énergir. On donne des formations vraiment à une très large gamme de clients dans le marché. Puis ces formations, veulent promouvoir l'efficacité énergétique, le développement durable. Puis au-delà de ça, bah, la nature directe de nos services. On rend des services en efficacité énergétique, on fait de l'audit énergétique, du recommissioning, donc tous les services qu'on rend ont pour objectif ultime de réduire les GES de nos clients. Oui, c'est quand même intéressant aussi, là, l'aspect formation, là. Vous êtes tellement rendu, des, sommités dans le domaine que vous allez faire des formations ailleurs.
Ouais, exactement. On est très sollicité dans le marché actuellement parce qu'on est très avant-gardiste, encore le terme revient, et on est très avant-gardiste sur l'application des codes et normes, des certifications environnementales. Donc souvent, on va aller chercher de l'information avant même que le marché soit au courant de toutes ces informations-là. Donc on essaie de se mettre vraiment à l'avant-poste de toutes ces nouveautés. Donc le fait de prendre les devants là-dessus, bah, les clients nous reconnaissent comme des experts dans le domaine et à ce moment-là, nous consultent énormément. Quels sont les objectifs stratégiques là, d'Aconovia pour le futur? Comment tu vois le futur d'Aconovia? 2024, c'était déjà, une belle annonce, toute récente, sur la fusion avec IME. Donc, ça met déjà les grandes lignes sur notre volonté. Donc, étant donné que désormais on est fusionné avec la compagnie IME Expert Conseil qui devient Aconovia finalement à nos côtés, bah, la première ambition, c'est d'élargir notre gamme de services. Donc historiquement, on rendait des services exclusivement d'expertise en efficacité énergétique, donc la simulation, l'audit, la mise en service. Mais là, on vient élargir avec une nouvelle gamme de services qui est les plans et devis, qui est une discipline à part entière et qui était très difficile de développer à l'interne. Donc, le choix, nous est apparu logique de fusionner avec IME pour apporter ça à nos clients. Donc finalement, l'idée, c'est qu'on accompagne le client de A à Z, donc de l'étude préliminaire, des premières ébauches de volonté d'efficacité énergétique jusqu'à la matérialisation des plans et devis. C'est ça. Donc, Il manquait l'aspect plein de vie, mais à partir de 2025, Aconovia va être dans toutes les étapes de la construction, c'est ce que je comprends? exactement, c'est ça, donc on peut accompagner les clients encore plus, donc ça renforce notre volonté de collaboration avec les clients. On devient un acteur clé finalement dans les projets de nos clients et puis c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ça nous permet de les accompagner le plus longtemps possible. Tu l'as vécu dans l'équipe d'audit, on fait une analyse, ça demeure toujours un peu frustrant à la fin de devoir laisser le bébé partir à une paire de génie conseil qui va réaliser ça. Là, on va être capable de pousser nos projets toujours dans un objectif de décarbonation, donc on garde notre image, on change pas nos valeurs, on change pas ce qu'on est fondamentalement, mais on vient élargir la gamme de services, donc ça va venir aussi avec de nouvelles opportunités de croissance. C'est certain qu'aujourd'hui, on est 90. C'est ça, parce qu'avec IME, on a 30 nouveaux employés, donc on est passé de 60 à 90. Ouais, nous, on était une cinquantaine, eux, une trentaine, je pense que la somme est entre 85 et 90 OK. et avec nos objectifs de croissance pour 2025, on devrait probablement atteindre la centaine d'employés l'année prochaine. Ouh! Thomas, tu es directeur général chez Aconovia, une firme de génie conseil spécialisée en efficacité énergétique. Pour un étudiant ou un futur étudiant en génie, hem, qu'est-ce que tu dirais qui sont les compétences les plus importantes pour être bon dans ce métier-là? Heu, je pense bien honnêtement que les compétences humaines dépassent largement les compétences techniques vont s'acquérir. Puis si j'ai un message à passer aujourd'hui aux étudiants ou aux juniors qui rentrent dans le marché, surtout d'être curieux, d'être à l'écoute, de vouloir développer des compétences techniques. Dans le fond, ce que tu dis, c'est tout ce qui est technique, ça s'apprend, mais tout ce qui est plus relations humaines, c'est plus difficile à apprendre, tu sais, c'est plus comme un développement personnel à faire. Exactement, ces compétences-là, bah, ça se forge dans la jeunesse des personnes au final, c'est de développer l'aspect social. C'est super important, on le voit dans notre métier, on parle à du monde, on parle à des clients, Ouais. d'avoir de l'empathie. C'est très important d'avoir de l'empathie. Les compétences techniques vont finir par s'apprendre de toute façon. Le tout, c'est d'être curieux, d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être ouvert. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment un bon conseil que j'aurais bien pris à ma première année d'université, là, quand j'arrivais de Sciences Nat avec aucune connaissance de génie. Ça peut être stressant, mais dans le fond, tout s'apprend. Tout s'apprend, puis si je prends mon exemple, moi j'ai une maîtrise en génie civil. Ouais. Ma première expérience professionnelle, c'était en mécanique du bâtiment. Mhm. Je savais pas ce que c'était un système de ventilation. Ouais, c'est ça, tu avais fait de la structure, hein? J'avais fait en France, j'avais fait de la structure, Ouais. puis à ma maîtrise, à l'université de Sherbrooke, c'était principalement sur les bétons. OK. Donc les compositions de béton, c'est super intéressant. Ouais, C'était vraiment, vraiment très formateur, mais pas pour ce que je fais aujourd'hui. c'est ça. Donc quand j'ai commencé dans le milieu de la mécanique du bâtiment et de l'efficacité énergétique, j'avais ce qu'on a tous un peu connu, le syndrome de l'imposteur. Donc j'avais mon diplôme d'ingénieur, mais je me sentais vraiment pas prêt techniquement. Mais j'ai été accompagné par des personnes vraiment très compétentes. Au final, bah, j'ai développé des capacités, peu importe les compétences que j'avais au jour 1, mais parce que je pense que j'étais curieux et c'était important pour moi d'apprendre, de comprendre Ouais, et d'évoluer à travers tout ce domaine qui peut paraître complexe et qui l'est. qu'il l'est. Ouais, c'est ça. Au final, c'est vrai, c'est complexe, mais avec la curiosité, on va loin. Exact. Donc le conseil que je donnerais, c'est vraiment, faites-vous confiance, tout s'apprend, mais soyez ouverts, à la vie, soyez ouverts aux opportunités. Dans le fond, tu me conseilles de pas manquer les 5 à 7 à l'Université de Sherbrooke. Exact. Vraiment.
OK, Thomas, fait avant d'être directeur général d'Aconovia, tu étais chef d'équipe pour le département de simulation énergétique, qui est comme le plus gros département d'Aconovia, si je me trompe pas? Qui était le plus gros jusqu'à l'arrivée d'IME parce que maintenant notre, département de plans et devis, Il est rendu plus gros. ouais. OK. Fait que quand tu étais chef d'équipe de anciennement le plus gros département d'Aconovia, c'était quoi les défis que tu faisais face jour après jour? Le défi dans ce département, c'était, dans un premier temps, le volume de mandats. C'est contrairement à de l'audit ou de la mise en service qui sont des plus gros mandats, il y avait un volume important de petits projets. Donc, c'est de gérer les attentes des clients, gérer les échéanciers. Au final, on a beaucoup d'envie, on veut servir le client le plus possible, mais on est soumis à des contraintes inévitables. Donc, les échéanciers, les budgets, c'est de s'assurer qu'on rend le meilleur service qu'on peut aux clients dans les contraintes, qui nous sont imposées. Donc, les budgets, les échéanciers et même si on est très transparent, vis-à-vis des clients, il y a toujours des contraintes auxquelles on doit faire face. Un client qui a besoin de son rapport dans 2 semaines, alors que quand il a signé le mandat, il savait que c'était dans 6 semaines, mais on va tout faire pour qu'il l'ait dans 2 semaines parce que c'est ce qui fait aussi le l'image collaborative qu'on reflète auprès de nos clients. C'est on se contente pas de suivre notre contrat, on veut s'assurer que le client a la plus-value qu'il cherche et on est capable de s'adapter, d'être flexible, pour nos clients. Mmh. Donc, c'est un défi parce que si tous nos clients nous demandent le rapport pour dans 2 semaines, malheureusement, on va pas pouvoir le faire. Donc, le défi, c'est de jongler avec les exigences d'un petit peu tous les clients pour qu'au final, on n'ait pas de clients mitigés de leur service, mais vraiment tout le monde soit content et qu'on soit très transparent sur nos démarches, à cet égard. Puis pour devenir un bon gestionnaire comme ça, est-ce que tu étais allé chercher des cours supplémentaires à l'école ou tu l'as appris sur le tas, sur le marché? Sur le technique, c'était beaucoup sur le tas et à travers mes collègues qui étaient plus expérimentés que moi. Par rapport à la gestion d'équipe, j'ai suivi une formation très pertinente, sur le leadership à l'Institut de leadership, de Montréal. OK, ah, je Ouais, savais même pas que ça existait. ouais, 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 C'est un institut qui fait seulement les formations sur le leadership? ouais, exactement. Ça s'adresse à des directeurs de services, des directeurs d'entreprise, des présidents, des gestionnaires. Ouais, Donc, ça apprend des outils sur la gestion humaine, sur, le partage, des visions. Parce qu'un des enjeux, puis avec la croissance, ça va s'accentuer, c'est qu'avec la taille de la compagnie, c'est beaucoup plus difficile de faire percoler les volontés de la compagnie, les volontés de la direction, la vision. Parce que pour s'assurer que tout le monde embarque dans la vision, faut qu'elle soit clairement nommée. ouais, Faut qu'on sache pourquoi on le fait, pour quel but, dans quelle direction on va, puis en quoi ça répond à nos valeurs ouais. autant d'entreprises que personnelles. Il faut que les employés soient capables de s'identifier aux valeurs de la compagnie. Donc, c'est tous ces aspects-là qui ont été abordés dans cette, formation qui avait été très pertinente et très formatrice. Ah, j'aime ça, ça fait différent. D'habitude, les gens, ils vont faire une maîtrise comme un MBA, là. Ça fait différent un peu de ça. C'est une alternative beaucoup plus concrète au MBA selon moi. Ça touche évidemment beaucoup moins de sujets parce que c'est sur une durée de temps bien inférieure à un MBA, mais ça va à l'essentiel, je pense, sur la réalité du management. OK. Mmh. Ah, c'est cool pour vrai. Quelque chose qui est vraiment unique à Aconavia, c'est la semaine de 4 jours, donc de 34 heures, en pénurie de main-d'œuvre. Comment vous avez eu l'idée d'instaurer ça? Beh, ça peut paraître contre-intuitif de dire: «On est en pénurie de main-d'œuvre, on va faire moins d'heures». Ouais, Mais au final, ça reflète, la bienveillance qu'on prône chez Aconovia. Ultimement, l'effet de cette mise en place de semaines de 34 heures, ce que ça fait, c'est que ça attire des gens. ouais, Donc, au lieu d'avoir une personne qu'on va, surcharger à 45 heures de travail, 50 heures par semaine, on est bien mieux d'en avoir 2 qui vont faire 34 heures chacune et peut-être que la deuxième, on va aller la chercher beaucoup plus facilement. On va arriver finalement à 68 heures de travail, là où certaines firmes vont être bloquées à 45-50 heures en épuisant leurs ressources. Donc, c'est ça. mais ce que j'ai vu aussi, c'est que ça fait en sorte que vous gardez vos employés. Je trouve qu'il y a un moins gros, là, roulement d'employés. Exact, on a vraiment une belle rétention. Les départs qu'on a généralement, c'est des changements de domaine. Ouais, Ouais, c'est ça. on a peu de départs pour la concurrence. La plupart des stagiaires qui viennent veulent rester là. La plupart des ingénieurs, des techniciens, peu importe, la plupart des employés qu'on va chercher veulent rester là. Ils aiment la dynamique, ils se sentent fiers d'appartenir à la compagnie et c'est un peu un des échos qu'on a eu, Ouais. dans les différents sondages qu'on a pu faire, c'est qu'il y a un grand sentiment d'appartenance. Les gens sont fiers de travailler pour Aconovia. La bienveillance qu'on prône à l'externe est vraiment vécue à l'interne. Ouais. Donc, Ça, c'est c'est un gros exemple de bienveillance. Puis aussi, je me demandais, est-ce que vous avez pu voir un peu des conclusions similaires à parce que, tu sais, c'est quelque chose qui était déjà implanté dans les pays nordiques un peu. Est-ce que vous êtes fiés là-dessus pour faire votre modèle? c'est certains ils sont plus avant-gardistes que l'Amérique du Nord, en Europe, principalement dans le nord de l'Europe, tout ce qui est pays scandinaves. Ils accordent beaucoup d'importance, au temps personnel.
Donc ils ont je pense que c'est un peu des pionniers dans l'équilibre, personnel professionnel, contrairement à l'Amérique du Nord qui est encore très axée sur profitabilité. Ouais. On n'embarquera pas dans le capitalisme, mais la philosophie quand même ressemble à ça. Donc c'est certain que ça démarque un peu, de la tendance nord-américaine de prôner une semaine de travail à 34 heures et le résultat qu'on voit est probablement le même qu'ils ont vécu dans les pays plus nordiques en Europe, puis je pense que même en France, Belgique, ils commencent à regarder ces aspects-là. C'est encore moins populaire qu'en Norvège, Suède et cetera, mais ça commence et le résultat de ça, c'est qu'on a des personnes beaucoup plus engagées. Un des résultats qu'on a vu à la base, la semaine de 34 heures, on voulait vraiment la faire sur 4 jours. Ouais. Le résultat concrètement, c'est beaucoup plus du 4 jours et demi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, Sauf c'est que plus ça que je faisais. Ça me permettait de faire 4 jours et demi, mais d'avoir le temps le soir pour m'entraîner plus ou exact, après c'est un choix de vie, savoir comment tu gères ton temps. Est-ce que tu condenses sur 4 jours ou est-ce que tu le fais sur 4 et demi? ouais, Mais ce qu'on a vu, c'est que en passant sur une philosophie 4 jours, la plupart des livrables étaient attendus le jeudi. On a annoncé à tous nos clients que le vendredi, ils recevraient rien de notre part. Donc, à part exception, on veut se rendre disponible pour nos clients évidemment, mais la plupart de nos clients ont bien intégré ça. Puis ça a été étonnamment bien reçu. Ça pourrait être perçu comme un manque de disponibilité, ouais, mais ça a été vraiment perçu comme un bon geste. Au final, même certains clients s'inspirent un peu de ce qu'on a mis en place et l'habitude se prend bien de pas nous contacter le vendredi parce qu'ils savent qu'il y en a certains qui sont pas là et n'ayant plus ce stress du vendredi, de sortir les livrables, l'écho à peu près qu'on a eu de façon unanime de tous les employés, c'est: «Le vendredi, j'ai enfin le temps de régler mes affaires». ouais, Donc j'arrive moins stressé en week-end déjà ouais, et j'arrive préparé le lundi matin. ouais, Ce qu'on n'avait pas quand on était sur une semaine sur un format 5 jours traditionnel. C'est-à-dire que le vendredi à 17 heures, tu as une goutte sur le front et tu essaies de livrer ton rapport et ça te fait partir en fin de semaine dans un ouais, ça commence moins bien la fin de semaine. ça commence moins bien et tu arrives le lundi matin plus stressé parce que tu pas sûr d'être à jour sur tes affaires. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Puis est-ce que tu y crois que les gens qui font 34 heures sont peut-être autant efficaces que 37 heures parce qu'ils arrivent mieux reposés, moins stressés? Ça, c'est pas forcément unanime encore. Ouais, Je pense que étant donné qu'on a mis beaucoup d'efforts à améliorer nos processus et qu'on prône déjà la bienveillance depuis longtemps, même avant d'avoir implanté une semaine de 34 heures, je pense qu'on allait chercher quand même le meilleur effort de nos employés. ouais, Étant donné qu'on met pas de pression, qu'on accorde beaucoup de flexibilité, de souplesse, je pense que les employés étaient déjà satisfaits de leur semaine et productifs. Donc pour certaines tâches, je suis pas sûr qu'il y ait un gain de productivité majeur, mais il y a un gain en liberté ouais, et donc c'est un gain en bonheur et donc c'est un gain en rétention. ouais, c'est ça. Tu le vois plus au niveau de la rétention puis Exact, d'une c'est ça efficacité. le plus gros enjeu au final. On finit par gagner en efficacité parce que quand il y a un gros roulement, la rétention est faible, faut reformer des personnes. Donc une personne qui est déjà formée est forcément beaucoup plus productive qu'une personne à former. Ouais. Donc en ayant peu de personnes à former autres que des personnes qu'on engage pour notre croissance, bah, on arrive à contrôler beaucoup notre productivité. Ouais, je suis Mmh. d'accord. Puis une autre chose qui distingue Aconavia puis qui promouvoit la bienveillance, c'est que vous avez la flexibilité, vous offrez de travailler à la maison ou au bureau comme vous voulez, il y a pas de journée obligatoire. Comment tu trouves ça, au sein de l'équipe, là? Ça peut être un couteau à double tranchant. C'est vrai qu'on offre beaucoup de souplesse dans le sens qu'on est sur un mode hybride, total. C'est-à-dire que on met des bureaux à disposition, donc notre bureau de Sherbrooke et de Montréal. Mais il y a aucune obligation de s'y rendre. On incite évidemment les gens à s'y rendre pour créer des liens, Ouais, mais c'est pas systématique non plus. Donc les gens n'ont pas l'obligation, mais ce qu'on voit, il y a quand même une bonne réponse à ça. Ça aurait pu être, peut-être plus dommageable pour l'entreprise parce que quand tout le monde prend cette liberté à la lettre, c'est: «OK, c'est facile, je vais rester chez moi pendant 5 jours, puis vous me verrez plus». ouais, On a quand même un bon taux de présence dans les bureaux. ouais, Donc généralement, on voit que les gens participent entre 1 et 3 journées par semaine, dans les bureaux, le reste en télétravail. C'est certain que le télétravail, ça permet d'améliorer la productivité. On n'a pas de distraction, ouais. bien que les relations avec les collègues ne soient pas des distractions, c'est un lien social qui est important, mais inévitablement, ça reste distrayant d'avoir des personnes qui Des pauses café qu'on jase pas mal. Les pauses baby-foot! Les pauses baby-foot! Puis aussi, au niveau des gens qui viennent au bureau, je pense que la première chose à faire, c'est de au lieu de l'obliger, de rendre le bureau attrayant, là. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez des gens qui viennent au bureau pareil, là. exact et toutes les initiatives qui sont mises en place, il y a rien d'obligatoire. Par exemple, le yoga que tu as proposé, on le voit, les journées yoga, il y a plein de monde au bureau. Mais oui. Il y a des 5 à 7 aussi, ça attire du monde, mais les choses sont Hier, yoga, là, les 2 essentiels. hier, yoga, ouais, 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 c'est populaire, mais tu sais, comme les mardis où on fait du sport aussi, ça attire du monde. Hem,
il y a les formations aussi le midi, les Ouais, lunch and learn. OK, qu'il y a un événement, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qui se mobilisent. Exact, on sent de l'engouement, quand même, ouais. Ouais, Puis les gens ont envie de créer en fait, les liens sont durs à créer parce que naturellement l'humain va choisir le confort c'est chez soi. ouais. Mais après avoir fait l'effort de s'intégrer dans un milieu, professionnel, on sent la plus-value, puis on sent l'envie qui vient après. Vraiment, on le constate, les gens sont plus réfractaires au début, viennent 1 ou 2 fois semaine, puis après ils ont envie de venir tout le temps. Ben oui. Parce que ça crée une dynamique qui est vraiment intéressante et qu'on n'a pas à la maison. Mmh. Puis, tu sais, c'est le fun aussi, une proximité avec les mentors. C'est facile à appeler sur Teams. Moi, je trouve que c'est facile à appeler sur Teams, mais ça reste différent d'une conversation autour d'un café ou qu'un mentor te parle d'un ancien projet. Mmh. Ouais. Absolument, absolument. Puis l'effet un petit peu pervers du télétravail, je trouve, c'est le manque d'empathie. On finit par parler à des écrans, pas à des humains. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens font beaucoup plus preuve d'empathie quand ils sont face à la personne. Ils réalisent que, OK, c'est une personne en difficulté, comprend pas, il y a un problème, je vais l'aider, je veux l'aider. Tandis que sur Teams, souvent, c'est: «Oh, je me fais appeler, j'ai pas le temps». Mais on perçoit pas peut-être la détresse de la personne qui est bloquée sur une situation, qui a besoin de support. C'est de l'intangible, mais c'est vraiment existant. Ouais, je suis Mmh. d'accord, c'est vrai. Si vous voulez en apprendre plus sur les différents départements d'Aconodia qui sont tous centrés autour de la transition énergétique, la décarbonation et l'efficacité énergétique, abonnez-vous. Merci Amélie. Merci. Non. Moi, j'aime